Et aujourd'hui, pour commenter l'actualité, Kevin Bossuet, bonjour. Vous êtes professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Jackie Isabello, communicant, cofondateur de l'agence Coriolink, bonjour. Et pompier, accessoirement. Pompier volontaire. Voilà. Bruno Pomar, maire de Belleflou. Vous avez également fait partie de l'équipe fondatrice du RAID. Et Hassen Amou, responsable associatif, fondateur du collectif marseillais Trop Jeune pour Mourir. On va parler de ce qui s'est passé hier, les pompiers face aux policiers, des images désastreuses. On va essayer de comprendre ce qui a pu se passer. La voiture a-t-elle encore sa place en ville? Ça ne concerne pas que Paris. Évidemment, la maire de Paris hier a annoncé une fois de plus qu'elle voulait en finir avec la voiture, supprimer 60 000 places de parking. Et c'est vrai que de nombreuses villes vont vers cette tendance de supprimer les voitures. Bon, mais quid des personnes, des familles, des personnes à mobilité réduite, personnes âgées, etc. Et puis l'éducation nationale, bon élève de la laïcité, on va pouvoir se poser la question avec vous. On va commencer peut-être avec Jackie. C'est un débat qu'on a eu un petit peu hier avec Dominique de Montvalon, mais ça fait du bien de le rappeler. Alors, donc par rapport au hashtag je suis un virus. Hashtag je ne suis pas un virus. Je ne suis pas un virus, pardon. Vous voyez, même moi, je me prends les pieds dans le tapis. À l'origine, des jeunes d'origine asiatique qui sont un peu offusqués parce qu'ils ont les traits de leurs origines, on les considère comme porteurs de ce virus. Et de manière un peu plus large, je suis assez agacé par les attitudes très autoritaires des gens qui jugent les questions qui sont posées. Vous avez vu, on dit aux gens, oh, il y a des peurs irraisonnées, d'un l'air dire, mais mon pauvre camarade, vous posez des questions bêtes. J'ai juste envie de rappeler que on dit souvent que les citoyens ne se saisissent pas d'un sujet. Là, ils sont concernés par des sujets de santé publique et ils appellent. Et parfois, leurs questions ne sont pas des questions de professeurs de médecine, j'ai envie de dire. Et alors, l'important, c'est qu'ils se disent, voilà, j'ai besoin d'être informé sur où sont les risques. Ouais. Moi, je suis plus inquiété quand je débat avec des gens et je leur dis, les pouvoirs publics aujourd'hui auraient fort intérêt à mettre à l'aéroport des gens qui accueillent les passagers en provenance de Wuhan avec des masques, leur prennent un peu la température, les gardent un peu de temps, c'est-à-dire ce que j'appelle moi une espèce de gesticulation citoyenne nécessaire, plutôt que de dire aux gens qui posent des questions bêtes. Il y a cette espèce d'attitude que je trouve très élitiste, et on le reproche beaucoup en ce moment, et ça m'embête un peu. Il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de Chinois qui serait porteur d'un virus parce qu'il est chinois, et ce serait pour la gestion de la crise, ce serait bien qu'on prenne un peu de recul par rapport à tout ça. On a pu voir, on l'a évoqué hier, des questions du style, est-ce que si je reçois un colis Amazon de Chine, je risque d'attraper le virus? Est-ce que si je vais manger dans un restaurant chinois... Non, mais moi, je vais vous donner un exemple. Il y a quelque temps, on a travaillé sur un dossier. Dans le métro, il y avait des barres en cuivre. Vous savez pourquoi il y avait des barres en cuivre? Parce que le cuivre tue les microbes. On faisait ça pour des questions de santé publique. À un moment, quelqu'un ait envie de poser une question, comme quand moi je vais voir iPhone, je vais voir Orange et je lui dis tiens, je peux faire ça avec ça, qui me dit non, vous pouvez pas tout à fait faire ça, c'est comme ça qu'il faut le faire. Mais à partir du moment où les gens sont concernés, il y a peut-être des questions bêtes, mais je trouve que la réponse qu'il aurait envoyée est une réponse qui est arrogante. La question est peut-être un peu bête, mais que les gens se renseignent en disant voilà, il n'y a aucun risque. Vous trouvez qu'il n'y a pas eu assez de pédagogie de fait? Je trouve qu'il y a de la pédagogie quand même, que ça a pris un peu de retard par rapport à ce qui aurait dû être fait. Mais surtout, ce qui m'agace dans ce cas-là, c'est cette position assez élitiste de dire, il peut y avoir des questions assez marrantes, mais de dire aux gens, évite tes questions bêtes. D'un point de vue de la santé publique, c'est risqué. Il n'y a pas de questions bêtes, comme quand on va chez le médecin, on a tous des questions bêtes. Demandez à votre gamin un conseil sur Instagram, il va dire maman, ça va, tu me poses pas. Personne ne pose des questions comme ça. Bah si, je te pose une question comme ça. Et que ce soit des hautes autorités qui gèrent le sujet comme ça, je trouve ça un peu dommage. Hassen, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur qui aurait pu se transformer, enfin qui est à la base un coup de gueule, le coup de gueule de Jean-Louis Borloo sur notamment la rénovation urbaine dans les quartiers. Donc il a un peu fustigé le gouvernement, leur rappelant un peu l'engagement qui était le sien et la mise en place de politiques qui touchaient directement des territoires en difficulté pour, j'ai envie de dire, la démolition, la reconstruction de logements sociaux et d'une certaine manière l'harmonisation de nos territoires en les intégrant dans la ville, etc. Donc ce gouvernement a mis à l'arrêt ce dispositif-là au prétexte de coupes budgétaires, puisqu'il l'a remplacé par un autre projet qui est moins coûtant,
qui a ralenti On va l'écouter, Jean-Louis Borloo. Comment un dispositif, une ambition, voté à l'unanimité des sénatrices et des sénateurs, voté à l'unanimité des députés, salué par les mamans des quartiers, les jeunes, les femmes, par les maires, par les présidents d'agglomération, par 100% des organismes d'HLM, comment cette décision de la nation française a-t-elle pu s'arrêter sans que personne ne l'ait jamais décidé? Simplement, ce qui est intéressant dans le positionnement de Jean-Louis Borloo et que moi je salue, c'est que quand on épouse un engagement politique et qu'on devient ministre, on dit souvent ministre un jour, ministre toujours. Et ce que j'aime bien dans sa réaction, dans son indignation et dans ce moment d'un petit peu, j'ai envie de dire, de sincérité, c'est que le gars, il s'est pas arrêté dans son engagement vis-à-vis des quartiers. Après la fin de son mandat politique de ministre, il a continué à porter cette question-là et c'est tout à son honneur. Et je trouve que c'est à ça que se doit servir aussi un certain nombre d'anciens ministres sur des sujets Mais il y a précis. le rapport qu'il a fait qui a été mis où il y a plein de propositions intéressantes. Pour en revenir juste en 2 mots sur l'ANRU, parce que moi je l'ai bien connu, je travaillais sur Corbeil-Essonnes avec Serge Dassault à ce moment-là, ça a eu une influence très importante sur les quartiers en termes de rénovation. La seule chose qui manquait, et moi je l'avais signalé à Borloo et à Gérard Hamel, qui était le président de l'ANRU à ce moment-là, l'ancien député maire de Dreux, de dire qu'il n'y avait pas eu de service après-vente par rapport à ces dispositifs. C'est-à-dire qu'on a fait de la rénovation urbaine, mais on n'a pas pensé à faire de l'accompagnement social. Moi, je suis très engagé sur l'associatif, sur tout ce travail qui n'a pas été bien fait. C'est dommage, mais néanmoins, ce qu'a fait Jean-Louis Borloo est admirable. Et c'est quand même surprenant d'enterrer tout ça. Qu'il ait été mis, oui, après, ça fait des années qu'on met des millions, notamment dans les quartiers, pour les rénover, voit un petit peu le résultat. Donc, à un moment, il faut aussi penser à l'ensemble des territoires français. Et je vois qu'il y a aucun argent qui est mis notamment pour les milieux ruraux. Donc moi j'aimerais bien qu'1 euro dépensé dans les banlieues équivaut à 1 euro dépensé dans les zones rurales. C'est ça qu'attendent les Français et c'est ce qu'a révélé les Gilets jaunes il y a environ 2 ans. Merci pour nous, parce que moi je suis maire du rural et bravo de dire ça, parce que c'est vrai qu'on nous oublie un petit peu, on pense souvent au quartier, aux problématiques de quartier, des gosses des quartiers, etc. Mais dans le rural, il y a beaucoup de jeunes qui souffrent et qui n'ont pas d'aide comme l'ont certains quartiers. Parce que le manque de services publics dans les banlieues, il y a des services publics. Le manque de services publics, c'est dans les milieux ruraux avec l'importance de la solitude, notamment des plus âgés et des jeunes qui ne trouvent pas de travail. Donc je pense que la priorité, c'est aussi de s'occuper de nos campagnes. Et le plan Borloo, il a été complètement enterré. C'est dommage, parce que moi j'avais fait une interview à France Inter sur ce sujet-là, une radio concurrente, et où j'expliquais justement que il a été sacrifié sur l'autel de la communication, puisque Macron a créé le conseil présidentiel des villes qui est inefficace et dont tous les acteurs sont partis aujourd'hui. Et on a mis sous la table... Il faut voir les profils d'acteurs. Oui, non, mais il n'empêche qu'il nous promettait de nous sortir quelques... bonne nouvelle de ce conseil présidentiel des villes. Et il n'en est rien sorti du tout. Kevin Bossuet. Oui, donc un coup de gueule contre la montée de la violence au sein du débat public. Hier, on a appris que la permanence du député Les Républicains, Julien Aubert, avait été saccagée. On a appris que la façade du journal Valeurs Actuelles avait également été saccagée par des affiches féministes. On a vu au cours de ces dernières semaines, au sein des manifestations contre la réforme des retraites, par exemple la tête d'Emmanuel Macron sur un pic, ou alors des enseignants qui sont censés transmettre un savoir, jeter l'objet du savoir, c'est-à-dire des livres à travers les grilles d'un rectorat. Enfin, moi, je trouve ça complètement choquant. On est quand même dans une démocratie. On peut peut-être un peu se parler sans tomber dans des excès langagiers ou des excès symboliques qui sont complètement inacceptables. Il y a quelques jours, on a fêté la libération de Auschwitz-Birkenau. Évidemment, comparaison n'est pas raison, mais je crois qu'on ne retient pas assez de leçons sur l'histoire. On sait comment une hostilité peut se transformer en pulsion et que de pulsions peuvent se transformer en haine. Et je trouve qu'en France, on est un petit peu là-dedans. Donc on n'est pas obligé d'être d'accord. On est dans une démocratie. Il faut exposer ses idées et arrêter d'être violent, arrêter d'être dans l'insulte. C'est complètement quelque chose qui est inacceptable. Et je pense que c'est notre socle républicain et notre socle démocratique qui, aujourd'hui, se délite. Écoutez ce qui s'est passé hier. C'est la maire du 20e arrondissement de Paris, la maire La République En Marche, Frédérique Calandra, qui adressait ses vœux. Écoutez. Pathétique. Bon, envahissement, donc elle les traite de bande de sagouins, elle leur répond de façon très, très véhémente, mais c'est inadmissible que ça se passe comme ça et que certains
candidat à la mairie de Paris, revendique cette action, en particulier Dominique Simonnet de la France Insoumise? Bien sûr, c'est complètement inadmissible. Après, il faut dire aussi que depuis plusieurs mois, on a quand même une violence très importante de la part du pouvoir. Je veux dire aussi, la base, il y a aussi une contre-violence qui fait écho notamment à cette violence d'Emmanuel Macron, qui est sans arrêt dans le mépris le plus total. Donc je pense que Emmanuel Macron, qui voulait apaiser l'ensemble de la France, a complètement raté à ce niveau. On se retrouve dans un sulfureux chaos et je pense que c'est voulu politiquement, puisque le but, c'est évidemment de se retrouver face à Marine Le Pen au cours des prochaines présidentielles et de l'emporter sur le fil du rasoir, alors qu'il est de plus en plus impopulaire. Ouais. Je ne sais pas si vraiment Macron souhaite ça au fond, quand même. Ça me paraît un petit peu compliqué, ou bien je suis encore un peu bené de penser le contraire. Mais c'est vrai que je crois que notre société a besoin d'apaisement, ça c'est certain. Hein. On le voit avec la jeunesse, on le voit avec tout ce qui se passe, les stigmatisations systématiques que l'on voit partout. Tout à l'heure, tu parlais du coronavirus et la stigmatisation, j'ai entendu ça sur les médias ce matin, de la communauté asiatique. Oui. On a dit, waouh, lui, attention, il est asiatique, et il est porteur du virus. C'est terrible parce que maintenant, c'est systématiquement la stigmatisation. Si c'est pas pour l'islamophobie, c'est pour la xénophobie, enfin bref, c'est pour tout. Je crois qu'il y a tout un tas de termes qu'on devrait rayer de notre dictionnaire et qu'il y ait un peu plus de vivre ensemble, de respect, encore une fois, des institutions et puis en même temps des uns et des autres. Je crois que c'est essentiel pour notre société. Je vais vous donner la parole dans un instant, Bruno, parce que je pense que ça va faire un petit peu débat, votre coup de gueule. Moi, je voulais juste revenir sur hier, j'ai signalé donc que Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, avait évoqué le fait qu'il fallait que les citoyens puissent s'adresser à elle, et elle avait lancé ce hashtag Ask PPG, porte-parole du gouvernement. Donc moi, je m'étais plutôt indignée sur ce mot anglais, ask, quand on est le gouvernement français, pourquoi passer par des mots anglais? Et alors, les internautes, ayant beaucoup d'imagination, eh bien, lui ont répondu. Écoutez, on l'a passé tout à l'heure dans le zapping, mais je trouve que le son était très drôle. Écoutez. Mais quelle idée! Quelle inexpérience des réseaux faut-il pour proposer une expérience pareille, hein? Autant rentrer dans la cage au lion avec une robe en beefsteak, hein, c'est plus simple. Résultat, des interventions constructives? Pensez-vous, évidemment. Près de 600 réponses. Gros succès. La plus likée, la voici. Où est le coffre de Benalla? 1200 j'aime posés par Thomas. Un autre espère régler un trauma d'enfance. Pourquoi Actarus fait-il 2 tours successifs sur lui-même pour entrer dans Goldorak, hein? Qui sont les snorkies? J'ai aussi. Est-ce que tu viens pour les vacances? Pourquoi Jack n'est pas monté avec Rose sur la planche? Demande Sarah, qui a vu Titanic comme tout le monde et se n'en est jamais remis. Un LBD peut-il descendre un koala à 30 mètres par temps sec? Beaucoup de succès aussi pour celle-ci, s'enquiert Romain. D'autres comme Julia ont de vraies questions existentielles. Si je me mange moi-même, est-ce que je deviens 2 fois plus grosse? Ou est-ce que je disparais complètement? Voilà, il y a eu aussi qui a tué le petit Grégory. C'est vrai que c'est pas intéressant comme question, parce que c'est un peu le chat de Schrödinger, pour ceux qui ont fait un peu de science, même si l'exemple qui est donné est assez décadent. C'est de la... c'est de la mauvaise communication, mais deux choses sérieuses. Je rappellerai le précédent de François Hollande, qui avec son ancien collaborateur, futur maire de Paris, Gaspard Ganzer, avait lancé le président de la République sur un outil qui s'appelait Périscope, et qui est un outil sans filtre, où il aurait fallu en amont essayer de voir quelles pourraient être les réponses de celles et ceux connectés en direct à l'endroit du président de la République. Puis le deuxième point, au-delà de la plaisanterie, ça montre bien que le politique n'est pas pris au sérieux, parce que vous n'avez pas une seule question sérieuse. L'outil pourrait être intéressant. Et là, si on leur a demandé quand est-ce que vous allez retirer la réforme des retraites, ils ne sont quand même pas dupes, les gens. Derrière l'envie de dialoguer, on ressort que les hommes politiques n'arrivent plus à attirer la confiance quand même. Allez, on se retrouve dans un instant et on va parler donc de cette proposition de Marlène Schiappa avec vous dans un instant. À tout de suite. Débat. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. Je suis avec Hassen Amou, Bruno Pomar, Jackie Isabello et Kevin Bossuet. Alors, on vous a pas entendu, Bruno, mais je pense que votre coup de gueule va susciter un peu de débat.
Oui, concernant le sport, les femmes à la télé. Alors j'avais deux sujets, c'est pour ça que... C'était effectivement sport féminin toujours. C'est la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, qui a plaidé pour que 50% des retransmissions sportives à la télé soient dédiées au sport féminin. Alors ça tombe bien, parce que moi, vous savez que je suis organisateur. D'ailleurs, Sud Radio était partenaire d'un raid que je fais avec mon association qui s'appelle La Saharienne, un raid féminin, exclusivement féminin, qui soutient les causes qui luttent contre les violences faites aux femmes. Mais ce sujet-là, il revient toujours depuis 2014, depuis le 2013 et même, plus de femmes... Moi, écoutez, c'est un sujet complètement... encore une fois, c'est les compétences, avant tout. Bon, je crois que c'est ce qui est important. Et alors quoi, vous dites que les femmes sont moins compétentes ? Non. Mais non. Si une femme est plus compétente qu'un homme, écoutez, à valeurs égales, pourquoi pas, à la limite. Mais c'est simplement être capable d'eux. La preuve, vous êtes... Valérie, vous êtes... Merci. Vous drivez 4 hommes aujourd'hui sur votre plateau de télévision, de radio. Oui. Non, je pense que c'est une question de compétence et de faire des quotas, encore une fois. On est dans une espèce de délire systématique. C'est pas grandir la jante féminine, je trouve. Oui, après c'est... Alors, Kevin Bossuet. Oui, c'est complètement ridicule. On est typiquement dans l'idéologie. Donc si on prend Marlène Schiappa au mot, par exemple, dans l'éducation nationale, il y a 70% de femmes. Pourquoi elle ne mène pas une grande politique pour qu'il y ait autant de femmes que d'hommes que de femmes. Voilà, c'est complètement ridicule. Et puis, que faire, par exemple, des non-binaires, que faire des transgenres, que faire des gens qui se sentent femmes le samedi soir et hommes le dimanche matin. Je veux dire, à un moment donné, on peut demander, évidemment, des quotas pour toutes ces catégories de la population. Enfin, c'est typiquement ridicule. Aujourd'hui, évidemment qu'il y a des combats féministes à mener sur les inégalités en termes salariales, sur les violences sexuelles, sur les violences conjugales. Et je crois que finalement, on amoindrit la portée du discours féministe avec ce genre de bêtises. Oui. L'un n'empêche pas l'autre, peut-être. Moi, je trouve pas cette idée si bête que ça, parce qu'il y a des choses qui ont du mal à s'imposer par elles-mêmes. On sait que les femmes, dans certaines études, ont moins de facilité à s'imposer, que ce soit dans leur travail, elles revendiquent un peu moins que les hommes, et donc si cette question-là s'impose d'elle-même, c'est qu'à un moment donné, la compétence, même si je suis d'accord avec toi, ne s'impose pas d'elle-même, et qu'il y a un problème. Donc si on en arrive à ce constat, c'est peut-être que la représentativité de la place de la femme dans certaines instances, dans certains endroits, tout comme la place de la diversité, parce que je l'ai dit, il en existe des gens compétents, mais le problème c'est qu'on les voit pas, et qu'ils sont pas mis en avant. Donc à un moment donné, il faut une solution. Si la solution, elle doit aussi passer par la mise en place d'un quota, l'un n'enlève pas l'autre. C'est pas parce qu'on met un quota qu'on aura des gens moins compétents. Mais je pense que ça peut être le début de quelque chose. Il y a eu le football féminin qui a été diffusé par TF1, qui a c'est un bon début. Moi, j'ai trouvé vous avez vu les témoignages qu'il y a eu justement de jeunes filles qui avouaient avoir honte de pratiquer le football parce qu'on considérait qu'elles n'avaient pas leur place. Moi, je pense que tout ce que vous avez dit, l'un n'empêche pas l'autre. Toutes les actions dont vous avez parlé, on doit les soutenir. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un problème. Et notamment, la télévision publique et la radio publique s'honoreraient de dire, puisque nous sommes au service de tout le monde et que nous sommes financés autant par les impôts des femmes que des hommes, eh bien, puisqu'il y a une véritable asymétrie, pour promouvoir un peu plus le geste féminin dans quelque chose qui n'appartient pas aux hommes, parce que la télévision est un divertissement, c'est pas un gage de compétence ou de performance, eh bien qu'on voit plus. Et puis je dirais même encore plus loin, et là elle sortirait, je vais dans votre sens, de sa posture politique systématique, elle pourrait dire que aussi, il faudrait le faire dans des petits sports qu'on ne voit jamais à la télévision. Ce serait aussi une mission de la télé et de la télévision. Mais là où ça a été enthousiasmant, c'est la Coupe du monde de football qui a été caractéristique. Ça a permis d'abord, les télévisions les ont programmées de façon en prime, ou je ne sais pas si on peut appeler ça du prime, mais ça a cartonné. Et ça a beaucoup aidé, effectivement. Et les résultats des équipes. On les sous-estimait, parce que les discussions que moi j'ai pu avoir avec des potes et tout ce qui était marrant dans la Coupe du monde, c'est qu'on dit, mais quand même, elles ont de la technicité. Ça joue. Ça va être nul, et on va dire quand même elles sont techniques. J'ajoute, parce que c'est pas pour brosser dans le sens du poil, comme on dit, mais j'ajoute que moi je suis pas un grand spécialiste de foot, c'était vachement fluide, c'était très technique et beaucoup plus parfois que certains matchs. Très bel état d'esprit, pas de violence, pour revenir dans le sens de ce qu'on parlait, cette espèce de joie de vivre, du sourire. Donc vous êtes d'accord avec Marlène Schiappa, vous trouvez que c'est une bonne chose que de dire d'imposer des... On est tous les deux à se plutôt d'accord, même si on dit c'est pas une fin en soi, c'est pas une fin en soi, c'est-à-dire c'est comme une béquille après une fracture de la jambe. Si on revient à une forme d'équilibre, parce que la stupidité du 50-50, vous savez ce que ça fait dans l'administration, c'est de se dire si à un moment on s'aperçoit que l'asymétrie elle est gommée, même si elle restera, parce que dans certains sports, je veux dire,
Exemple, hein, ma fille, elle fait de la natation synchronisée. Bon, il n'y a pas de mec dans la natation synchronisée, vous voyez. Ouais. Donc, à un moment, quand la symétrie est gommée, eh bien, on enlève le quota, mais ça a servi. Les quotas, ça a permis de faire le hand, ça a plutôt bien marché. Le basket aussi féminin. Donc, regardez dans les médias, juste pour, pardon d'être dans les médias, le CSA impose aux médias d'aller vers une forme de parité. Et nous qui sommes des hommes, c'est bien aussi qu'on laisse un peu nos places. Et des fois, sur certains plateaux, on dit qu'il faut qu'il y ait des femmes. Il faut, mais pas tout le temps, vous le savez. Et ça, moi, je trouve ça très bien. Je suis d'accord avec ça, mais il ne faut pas non plus que ça débouche sur une autre forme de discrimination vis-à-vis de l'homme blanc de plus de 50 ans. Parce que quand on voit ce qui se passe à France Télévisions, on vire par exemple Patrick Sébastien qui a fait beaucoup d'audience. Évidemment, ce qui est visé, c'est ce qui représente le côté un petit peu beauf, le côté un petit peu franchouillard. Ça, ce n'est évidemment pas acceptable. On ne peut pas lutter contre les discriminations et en créer de l'autre côté. Bien sûr. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. On va parler de cette manifestation des pompiers de Paris qui a été marquée par des violences, des heurts assez violents qui ont eu lieu entre les forces de l'ordre et les soldats du feu. C'est vrai que ce sont des images choquantes et incompréhensibles. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. La manifestation des pompiers de Paris hier a dégénéré, des heurts, des violences entre les forces de l'ordre et les pompiers. Le ministre de l'Intérieur a fait plusieurs annonces qui répondent aux revendications des syndicats de pompiers professionnels. Ils ont annoncé qu'ils allaient cesser leur mouvement. Mais c'est vrai qu'on est toujours quand même choqué de voir ces images des pompiers contre des CRS et le sentiment que finalement, c'est uniquement par la violence qu'on arrive à obtenir satisfaction. Vous, Bruno Pomar, qui avez été policier... C'est une catastrophe en termes d'image, évidemment. Les pompiers, on sait le travail que font ces gens-là. Les policiers aussi, qui sont pris entre deux feux, entre le gouvernement et le peuple, je dirais. Mais tout ça, c'est le départ de tout ça. Si on fait un peu une histoire récente, c'est les Gilets jaunes. Tout ce qu'on a pu voir à travers les Gilets jaunes. Cette violence qui est ressortie à un moment donné. On parlait tout à l'heure des divers gouvernements en place, mais je crois que la société est passée dans un stade de violence qui n'est pas généralisé, heureusement, pas encore. Mais cette violence, on la retrouve dans tous les corps sociaux, c'est-à-dire Gilets jaunes entre autres, mais on le retrouve dans la police aussi, chez nous, des comportements qui ne vont pas. Chez les pompiers, on l'a vu hier, avec ce comportement de quelques dizaines, centaines de pompiers qui se sont très très mal comportés, c'est clair. Plus personne ne respecte la loi, on décide de faire ce qu'on veut. Un maintien de l'ordre, vous savez, si on prend un maintien de l'ordre, comme on l'a dit également pour les Gilets jaunes qui étaient inorganisés, c'est quoi ? C'est un rassemblement qui est déclaré en préfecture avec un encadrement. Souvent, ce sont les syndicats qui faisaient ça avec les services d'ordre. Maintenant, ils sont inexistants. Quoique, certaines manifestations se passent bien quand même. Mais pour autant, voilà, tout ça a été organisé. Maintenant, tout est désorganisé et chacun fait ce qu'il a envie. Et on le voit encore une fois avec une institution comme les sapeurs-pompiers qui sont des gens admirables. Ils gâchent en partie leur image à cause de ce type de comportement. Et on affronte deux administrations qui sont ô combien sollicitées dans notre société, avec la violence, avec la misère, avec tout ce qu'on veut. Et je trouve que c'est très très triste pour notre société et pour nos administrations. Non, mais en plus, c'est vraiment deux autorités, quoi. Les pompiers, les policiers incarnent auprès de la population des figures d'autorité, chacun dans leur domaine. Et ce qui est triste en réalité, alors moi on m'a un peu expliqué qu'au début du cortège, il y a des gars qui se sont infiltrés pour aller foutre la pagaille en réalité. Et qu'au final, ça a fini par l'utilisation, visiblement on ne sait pas trop, de matériel qui était mis à disposition des pompiers, qui ont été réutilisés à des fins de riposte vis-à-vis des policiers. Ouais. Donc tout ça finit à coups de matraque, etc. Ce qui est triste, c'est que, je pense pour l'ensemble des gens, les pompiers méritent un traitement particulier de la part de l'État, comme d'autres métiers, où on est très attentif, parce qu'on se dit, ces gens-là sont maltraités, un peu comme les policiers d'ailleurs. Oui, mais ce qui est dommage, c'est que c'est toujours la même chose. C'est qu'à la fin, d'abord, il y a les violences, et à la fin, on retient plus que ça. Ouais. C'est-à-dire que les mecs, on ne sait même plus pourquoi est-ce qu'ils ont été dans la rue. Ouais. Oui, moi je pense que c'est la conséquence de la politique d'Emmanuel Macron et de sa manière d'exercer le pouvoir qui est profondément violente. C'est le gouvernement du mépris par le mépris, et forcément les pompiers manifestent depuis le mois de juin, je crois, ont des revendications qui sont quand même plus que légitimes, et jusque-là c'était porte fermée. Il a fallu en effet qu'ils fassent des éclats médiatiques pour se faire entendre. C'est complètement catastrophique. C'est pareil chez les enseignants. Si nous, les enseignants, pour se faire entendre sur la réforme des retraites, il faut qu'on étrangle nos élèves ou qu'on tabasse
place nos chefs d'établissement, mais finalement, on va finir par le faire. Et j'ai l'impression que la démocratie... Oui, je plaisante. Précise que c'est... faut toujours présenter... On peut vous donner quelques noms de profs. Non, mais je crois que vous êtes un peu dur vis-à-vis du gouvernement. Je trouve que vous êtes un peu dur. Moi, je suis pas un pro-Macron. Hein. Je dis pas ça. Hein. Je suis élu sans étiquette. Je dis pas ça. Mais je pense que c'est la société dans son ensemble qui est violente. Et je crois que c'est l'accumulation de beaucoup de choses. Mais là, parce que les gouvernements successifs... Hier, c'était pas la majorité des pompiers qui sont non, mais à chaque fois, c'est des minorités. On peut ne pas être pro-Macron. On peut ne pas être Macron, mais en toute objectivité. C'est l'accumulation. Moi, je trouve que c'est un peu trop facile. C'est un peu trop facile de mettre en avant que les violences, même si elles existent, elles sont là, on les voit, et ces images-là sont affreuses. Mais la responsabilité du gouvernement, quand il y a eu tout ce qui s'est passé depuis le début, depuis les Gilets jaunes, la gestion de la crise, à la communication et au dialogue, c'est un échec patent pour le gouvernement. À un moment donné, moi je me demande de ce qu'ils font. Et la seule réponse qu'a M. Christophe Castaner les uns et les autres, c'est toujours plus de fermeté, là où on aurait dû plutôt avoir des gens qui viennent apaiser le dialogue social. Et le problème que tu as, c'est quoi? C'est quand les mecs qui ne reconnaissent pas et qui s'entêtent dans la parole politique. Et qu'à la fin, ils te disent, oui, mais vous voyez, la grenade, pendant des mois, on a dit que la grenade avait causé quand même de la mutilation, des blessures graves auprès des manifestants. Il revient en nous proposant une espèce de sous-grenade moins... GM2L, c'est la même. Bon, c'est voilà. Et en gros, il reconnaît, mais à demi-mot. Non, à un moment donné, on a besoin de responsables. Soit, on peut pas non plus les exonérer de leur responsabilité d'autorité. Je suis désolé. On va pas revenir au maintien de l'ordre avec la GLI, la fameuse GLI qui a été sortie du circuit, mais c'est le seul élément de défense qu'avaient les forces de l'ordre à disposition pour pouvoir répondre à des manifestations qui sont quand même de plus en plus violentes. On peut pas le nier. Ça. On n'a jamais vu ça depuis 30 ans quand même. Hein. Cette accumulation de problèmes sociaux, etc., qui ressurgissent à travers ces gilets jaunes et qui ont été qui ont été terribles pour tout le monde. Et le gouvernement aussi, qui a eu des maladresses du gouvernement, je l'admets. La police a répondu comme elle a pu, avec des méthodes qui n'étaient pas tout à fait au point, compte tenu qu'on a une nouvelle forme de maintien de l'ordre qui s'est déclinée par le fait des gilets jaunes, inorganisation, tout ce qu'on peut imaginer, le mouvement Black Bloc beaucoup plus présent. Bon, tout ça, la police a dû s'adapter, avec des difficultés, il faut l'avouer. Donc des dérapages, malheureusement, ils ont été... la question, c'est les pompiers en sont arrivés là parce qu'effectivement, il n'y avait pas de réponse, il se passe ce qui se passe hier, et on leur donne ce qu'ils veulent. Oui, Valérie, mais Valérie, c'est 30 ans de politique, tout ça. Enfin, je ne veux pas être pro-gouvernement en disant ça, parce que notre ami, évidemment, en revient systématiquement sur les décisions du gouvernement, etc. Moi, je veux quand même faire le procès en même temps de tous les gouvernements de gauche comme de droite qui se sont succédés, qui n'ont répondu quasiment à rien. Et là, on a une vraie réponse, malheureusement, qui tombe sur Macron. Elle aurait pu tomber sur Alors, on n'a pas entendu Jackie. C'est une profession qui va pas très bien depuis quelques années. Ça date pas de Macron. Déjà, c'est profession qui n'est pas très très bien payée compte tenu des risques qu'elle prend. Après, sans rentrer dans les détails, il y a eu des réformes des modes d'intervention, et aujourd'hui ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple les professionnels et les volontaires sont mélangés dans des services départementaux d'incendie et de secours qui créent deux classes de soldats du feu qui finalement se mélangent pas. On parlait de Sciences Po, mais ça arrive un peu... Les pros, tu veux dire, voilà, exactement. Et ce qui fait que cet état d'esprit qui était un état d'esprit extrêmement familial, il tend à disparaître. Et puis vous avez quand même des gens qui sont surentraînés, comme le sont les CRS ou d'autres, qui ont l'impression de faire de plus en plus du social et en plus de se prendre des pavés sur la figure. Et c'est vrai que sur leur morale, ça pèse énormément. Après, juste pour conclure là-dessus, sur ces formes de violence, moi, je vais vous raconter une anecdote. Ça a toujours été comme ça. Alors pourquoi ça a toujours été comme ça? Sauf qu'il n'y avait pas d'image à l'époque. C'est-à-dire que vous aviez le vieux ou le mature sous-officier CRS et le mature sous-officier sapeur-pompier qui, eux, étaient en retrait et qui disaient, bon, on va laisser les jeunes un peu se cartonner, de toute façon, ça va créer de l'émotion, et puis à la fin, on va créer de la négociation. Alors, des fois, il y a des blessures assez graves, mais c'est vrai que quand vous connaissez les deux professions, ce sont d'un côté des gars qui sont surperformants, qui sont des athlètes, les pompiers, et les CRS qui sont tout aussi forts. Et à un moment ou à un autre, ils veulent malheureusement se montrer, pardon de l'expression, qui a la plus grosse. Et ils ont souvent fonctionné comme ça. Maintenant, il faut qu'ils soient conscients que l'image qui est diffusée dans la société, elle est terrible, et notamment pour les plus jeunes, parce qu'après, c'est repris sur les réseaux sociaux. Et si les gamins voient que les flics et les policiers se permettent de se battre comme des chiffonniers, eh bien, ils endossent
parfois ces nouvelles règles à leur corps défendant. Kevin Bossuet. Moi, je trouve quand même qu'il y a une répression du mouvement social qui est beaucoup plus important, qu'au cours de ces dernières années, il y a quand même eu des mains arrachées, des yeux crevés. Moi, ça m'a fait penser, si vous voulez, aux révoltes ouvrières de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, notamment à Fourmi, où la police tirait notamment sur les manifestants. C'était certes beaucoup plus violente, mais ça m'a quand même rappelé ça. Aujourd'hui, c'est plus violent que maintenant. Bien sûr, aujourd'hui, on a un service public qui est quand même à l'agonie, que ce soit au niveau des enseignants, que ce soit au niveau des infirmiers, que ce soit au niveau des pompiers, etc. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il fait au lieu d'apaiser les choses? Il sort une réforme des retraites qui est complètement injuste, où on annonce aux gens qu'ils vont perdre 25% sur leur pension. Et il s'étonne en effet qu'il y a des protestations ou qu'il y a de la violence dans la rue. Donc à un moment, il faut peut-être un petit peu s'interroger. Il faut avoir le sens du bien commun et arrêter de sortir comme ça des réformes qui mettent la France à feu et à sang. Alors on a Patrick en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Écoutez, je vous écoute avec intérêt, effectivement, oui, le mot, comme je disais tout à l'heure, le mot violence, c'est pas un mot qu'on a l'habitude d'entendre dans la bouche d'un pompier ou de beaucoup de gens, mais on se rend compte que si on se coupe un petit peu le cocotier, il n'y a rien qui tombe, quoi. Comme vous dites, ça fait des mois que ça dure tranquillement, et puis le jour où ça pète, en parlant poliment, et bien voilà, on arrive à obtenir quelques trucs qui ont été demandés. Bon, donc voilà, est-ce qu'il faut être violent? Après, bon, je reviens, c'est vrai que c'est de la violence entre policiers, ou CRS et pompiers. Par contre, je ne crois pas qu'ils aient cassé les vitrines, etc., etc. Je ne pense pas qu'il y ait eu de dégradation qu'on a vu dans d'autres manifestations. Non, c'est autre chose. Ce que je cautionne pas du tout. Mais voilà. Quand même, Après, oui, limite, oui, mais voilà, malheureusement, moi je vous dis, le mot violence ne me plaît pas, mais si on m'a tranquillement manifesté avec des slogans bidons, c'est bon, on vous regarde passer, et puis voilà, demain ça ira mieux. Ouais. Voilà à quoi on est arrivé. Donc pourquoi le conflit entre police et... Enfin, c'est pas un conflit, moi je travaille avec les policiers, et puis ils en ont ras le bol, et puis il n'y a plus de policiers. C'est une catastrophe. On va bosser, on va sur des interventions où d'habitude, même sur les accidents dans la route, sur la région, sur Toulouse, les policiers vous disent on viendra si on peut, parce qu'on n'a personne. Ouais. On est parti pour ceci, on est parti pour cela, il n'y a plus de policiers. Ouais, c'est vrai. Donc il faut qu'on se débrouille, mais donc on est agressé, Voilà, il faut vraiment, à mon avis, il va vraiment falloir faire quelque chose, parce que ça va mal finir cette affaire. Hein. Ouais. Et ça ne sera pas la faute aux policiers ou aux pompiers ou autres. C'est que ça va mal. Puis comme vous dites, je ne suis pas pro-Macron, moi loin de là. Mais bon, c'est tombé sur lui. Mais il y a un moment que ça dure cette affaire. Hein. Ouais, que ce soit pour les policiers, pour les pompiers, pour tout le monde. Hein. Ça peut, à un moment donné, ça va au clash. Hein. Alors, on a vu, Patrick, oui, mais vous avez raison, on a vu l'augmentation des chiffres de la délinquance qui est évidemment liée aussi à la démobilisation des policiers qui sont ailleurs, qui font autre chose. Oui, et de façon générale, je pense à une société Patrick, qui est de moins en moins respectueuse de l'institution, de l'État, des autres, tout simplement. Et je pense que voilà, on a évolué. Moi, vous savez, je faisais hier le parallèle, un copain qui m'appelait. Moi, je suis rentré en 81 dans la police. J'avais 36 ans de police, mais les profils de policiers dont je faisais partie ne sont pas les mêmes profils de policiers qui rentrent maintenant dans nos administrations, au même titre que pour les profs, au même titre. Voilà, on a des sociétés qui ont évolué, en bien ou en mal. Je vous laisse chacun le décider, mais je trouve que voilà, et pour moi ça ne va pas en s'arrangeant, parce que alors ça fait vieux con de dire de mon temps, on respectait l'institution, on respectait la hiérarchie, on respectait le cadre, mais on n'avait pas les problèmes économiques, sociaux que nous avons maintenant. Et c'est la même chose dans l'éducation. Bien sûr, moi je pense que l'État est typiquement responsable de ça. On est typiquement ici dans une idéologie 68 art, dans un laxisme qui est complètement généralisé, où nous on nous raconte par exemple en tant qu'enseignant que c'est tout à fait normal de se faire insulter, ça fait partie du métier. On raconte, j'imagine, la même chose aux policiers, et on raconte la même chose notamment aux infirmières, etc. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Il faut que la France retrouve son autorité à travers sa fonction publique, et puis qu'on cesse toutes ces incivilités qui empoisonnent le quotidien, notamment des plus modestes. Et là, l'État retrouvera toute sa légitimité, et peut-être que la révolte sociale se calmera un petit peu. Allez, on va marquer une pause, on se retrouve dans un tout petit instant. La voiture a-t-elle encore sa place en ville ? En tout cas, l'actuel maire de Paris a annoncé hier qu'en cas de réélection, enfin non, c'était même ce matin, qu'elle souhaitait supprimer près de la moitié des places de stationnement en surface, soit près de 60 000 places pour faire des pistes cyclables. Mais c'est une tendance mondiale, et en tout cas une tendance très nette en France, dans de très grandes villes. Dites-nous ce que vous en pensez, à tout de suite.
De retour dans le studio de Sud Radio avec vous, avec aujourd'hui pour débattre et commenter l'actualité, Kevin Bossuet qui est enseignant, professeur d'histoire, Jackie Isabello, communicant et cofondateur de l'agence Coriolink, Bruno Pomar, maire de Belleflou, ancien fondateur du RAID, et Hassen Amour, responsable associatif et fondateur du collectif marseillais Trop jeune pour mourir. Est-ce la fin de la voiture en ville? Je vous le rappelais il y a quelques instants, Anne Hidalgo, elle l'a très clairement dit, elle veut bouter la voiture hors de Paris. Elle a annoncé hier que 60 000 places de parking seraient supprimées pour en faire des pistes cyclables. Pourtant, l'étude TomTom Trafic révèle aujourd'hui que Paris est la ville la plus embouteillée de France. En 2019, les automobilistes parisiens et les routes d'Île-de-France ont perdu 163 heures à cause des bouchons. C'est 13 heures de plus qu'en 2018. Alors oui, tout n'est pas en place. À l'échelle de la France, Paris et son agglomération sont en tête des zones les plus bouchonnées, loin devant Marseille, Bordeaux, Grenoble et Nice. Mais à l'échelle européenne, la capitale française arrive en 4e position. Donc, est-ce que c'est le sens de l'histoire? Est-ce que les villes doivent se piétoniser? En tout cas, moi, je prends la voie Pompidou tous les jours et je vois assez peu de vélos, je dois le dire. Voilà. Mais je crois qu'une ville comme Paris, il faut trouver un juste équilibre. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que je pense que tout n'est pas importable. Et le problème, c'est que Hidalgo a dû certainement s'identifier à quelques grandes villes européennes. Et elle s'est dit, Paris, putain, ça serait chouette, on va faire tout le machin. Bon, non, mais dans l'idée, c'est chouette qu'il n'y ait plus de voitures dans Paris. Mais c'est dans un monde idéal, c'est chouette. Sauf pour les Parisiens. Voilà. Aujourd'hui, vous avez encore un tas de professions qui sont dans l'obligation d'utiliser leur véhicule. Vous avez encore un déplacement très important par la route. Et c'est dans les habitudes des Français. Et on n'a que ça comme alternative. Et ça demande une mutation beaucoup plus longue qu'une élection municipale. Et je trouve qu'avec ce genre d'annonce, c'est rendre impraticable la ville. Et on a vu avec les choix qu'elle a fait, ce sont des choix purement politiques, idéologiques, qui n'épousent pas les réalités de déplacement des Parisiennes et des Parisiens. Et plus largement, moi, si je prends une ville comme Marseille, on est obligé, puisque le réseau de transport marseillais, par exemple, ne couvre pas toute la ville, vous ne pouvez pas faire sans votre voiture. Parce que c'est tout de suite, c'est tout de suite 1 heure de trajet. Et donc pour Paris, c'est très bien couvert par les réseaux de transport. Ouais. Le problème, c'est que si vous faites ça, il va falloir que vous aménagez aux entrées de Paris des parkings où vous pensez vraiment, et que je pense que l'investissement serait colossal. Et je pense que c'est un doux rêve de Hidalgo qui, pour moi, d'un point de vue, est irréalisable. Moi, je pense qu'il y a un calcul électoral. Parce qu'il faut savoir que les écologistes à Paris ont un score qui est plus que sympathique. Donc je pense qu'il y a quand même un appel du pied aux écolos à Paris. Je ne sais pas si c'est pas 15%, me semble-t-il. C'est ça. 14, c'est ça, 14. Ouais. Donc il va falloir qu'à un moment donné, compte tenu qu'il y a Dati qui est pas mal placé, Guriveau un peu moins, Villani. Donc bref, il va falloir qu'il y ait une opposition à cette droite. Et je pense qu'il y a un calcul politique là-dessus parce que, comme tu le dis très, très justement, on ne peut pas faire du tout piéton ou du tout vélo dans une capitale comme Paris, au même titre qu'ailleurs, dans les grandes villes. Ouais. Non, mais c'est un truc de bobo. C'est un truc de bobo. C'est du parisianisme. Moi, je suis parisien. Je n'ai pas le permis de conduire, donc j'utilise les transports en commun et je rêverais évidemment d'avoir les rues de Paris sans ces voitures-là. Mais il faut partir du principe que Paris n'appartient pas qu'aux Parisiens. Paris appartient également à l'ensemble des gens de la région parisienne, à l'ensemble des Français, à l'ensemble du monde. Et on ne peut pas penser notamment qu'aux Parisiens. Et puis, enfin, à un moment donné, qu'est-ce que c'est qu'on retire les voitures? C'est l'anarchie. Enfin, regardez la multiplication des trottinettes sur les trottoirs, la multiplication des vélib. On ne peut plus circuler, notamment sur les trottoirs, sans se faire renverser. Donc, on est typiquement dans l'idéologie. Anne Hidalgo cherche à draguer son électorat traditionnel. C'est ni fait ni à faire. C'est du Hidalgo dans toute sa laideur. Non, mais alors, est-ce qu'il faut tendre effectivement à ce qu'il y ait moins de voitures en ville? Pourquoi pas? Mais qu'il y ait des moyens alternatifs qui soient mis en place et qui fonctionnent et que ce soit du en même temps ou même du avant plutôt qu'après. En tout cas, politiquement, puisque c'est une femme politique, on ne pourra pas lui reprocher d'être incohérente comme elle l'est, par exemple, sur la police municipale, dont elle ne voulait pas. Sur les sujets de l'écologie, elle a très très tôt, en prenant quand même un risque, affirmé qu'elle souhaitait travailler sur la qualité de l'air. Encore une fois, je ne juge pas si c'est vrai ou pas vrai, mais en tout cas, c'est clair pour les Parisiens. Et ça se sent dans les sondages, puisque les gens adhèrent à ce point-là. Là où le politique devrait avoir de l'orgueil, c'est de se dire, pour apaiser la situation, Paris ne peut pas travailler sans la région. Et donc de faire
de ce sujet du transport une délégation partagée pour que les gens qui sont en dehors de la zone métro, pas de Paris, parce que quand on est zone métro, c'est pareil que Paris, eh bien, ça soit beaucoup plus confortable pour les gens qui ont besoin de prendre leur voiture et qui ne trouvent pas d'endroit pour la poser lorsqu'ils arrivent à leur travail sur Paris. De ce point de vue-là, c'est urgent de le faire. Est-ce que Valérie Pécresse, lorsqu'elle j'imagine, demandera aux électeurs de la reconduire dans son mandat, elle ira dans ce sens-là si Madame Hidalgo est réélue, eh bien, ce serait intéressant qu'elles apaisent leurs relations pour, au meilleur bénéfice de tous les grands Parisiens, puisqu'on appelle ça le Grand Paris désormais. Et c'est ce qu'a dit Rachida Dati, qui n'est pas dans l'idéologie, qui est dans le pragmatisme. Comme quoi, il fallait travailler en effet avec Valérie Pécresse pour développer notamment les transports en commun, les rendre beaucoup plus efficients, afin ensuite, à terme, peut-être de diminuer un petit peu la voiture, mais ça doit se faire progressivement avec des transports en commun qui tiennent la route. Et déjà, sans accabler que les politiques, regardez la relation entre la RATP et la SNCF. Oui. Déjà, c'est assez compliqué. Donc, si chacun essayait de prendre sa part et de se dire au meilleur bénéfice des gens qui payent leur abonnement, parce que sans des gens qui prennent leur abonnement, il n'y aura pas de politique efficace, ça serait bien aussi qu'ils arrivent à être un peu plus congruents du quand bien même dans certaines grandes villes, j'entendais ça ce matin, où ils ont développé beaucoup le tramway, etc., le taux d'utilisation de voiture a un tout petit peu augmenté. Donc, pour dire que l'équation, elle est quand même pas évidente, celui qui a la solution c'est pas pertinente. Naturel, de toute façon, non, pas du tout, je pense pas. Il y a des gens qui aiment bien être dans leur voiture, ils écoutent La Voix suave à 10h de Valérie Expert, même s'ils peuvent le faire de plus en plus dans le métro, parce qu'on a de plus en plus la 4G. On n'a pas de 4G à Porte de Versailles, qui est quand même une station où arrivent des gens du monde entier pour participer à des salons. Enfin, c'est un truc de dingue. Mais l'injonction, elle est de dire vous êtes hors sol, et c'est pas du tout le sens de l'histoire que de continuer à se déplacer en voiture. C'est dans le sens de l'histoire d'essayer d'offrir quand même quelque part quelque chose qui fait partie des biens communs, comme l'aurait dit Eleanor Ostrom, qui est une ancienne prix Nobel d'économie. Le bien commun, c'est la qualité de l'air, c'est la qualité de la vie, et qu'à un moment on retire quelque chose qui nous pourrit l'existence, qu'on soit jogger, qu'on soit enfant asthmatique, qu'on soit personne âgée qui veulent se balader sur les quais de Paris. Il faut aller dans ce sens-là. Après, le faire en se torturant pour aller d'un point A à un point B, là le politique doit faire son boulot. Bien sûr. Non, mais qu'est-ce que c'est que le sens de l'histoire? Est-ce que c'est virer toutes les voitures de la capitale, ou tout simplement permettre à tous les citoyens, quels que soient leurs moyens financiers, de pouvoir notamment bouger? Enfin, à un moment donné, il faut arrêter avec cette idéologie du progressisme à tout va, etc. Vous savez, parfois le progressisme, c'est une grande régression. On le voit sur la PMA, on le voit sur plein d'autres sujets. Bon, quelques mots sur... Ah non, on a Julien, en ligne avec nous. Bonjour Julien. Bonjour. On vous écoute, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'effectivement, la voiture dans Paris, à titre personnel, la propriété d'une voiture dans Paris pose un problème, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de voitures avec deux conducteurs, une ou deux personnes dedans, ce qui fait que il y a une masse de transport qui est mal gérée. Donc je pense qu'on devrait se tourner vers des alternatives plutôt de systèmes de voitures électriques en véhicules partagés, comme ils avaient commencé à initier avec Autolib. Mais encore une fois, c'est la sphère néolibérale qui n'est pas capable de se mettre en accord avec le bien fondé de la société, qui a fait tout capoter, que Boril a voulu tirer un max de profit, alors que quand on travaille dans le bien commun, on ne travaille pas avec l'idée du profit, c'est déjà assez incompatible. Je pense que même l'idée de mettre tout vélo dans Paris, c'est une aberration, étant donné qu'il doit faire beau, 3 semaines dans l'année à Paris. Le reste du temps, on est dans le froid. N'exagérons pas. Après, c'est hyper désagréable. Édimbourg, qui est mal classé aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que jamais ça fera rêver les gens de leur dire on fait tout vélo. Donc pour moi, c'est peine perdue. Ça va marcher quelques jours quand il fait beau en été, mais il faut aussi voir le mauvais côté des choses. Après, je pense que là où ça va très mal, c'est que déjà la base, si on veut vraiment avancer, il faudrait faire des transports en commun gratuits. Je dis bien des transports en commun absolument et totalement gratuits pour tout le monde. On dit oui, mais vous savez, ça a un coût. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on est bombardé par des publicités dans le métro, que ces publicités servent à quelque chose, à financer les transports en commun. J'explique. Si le transport était gratuit, plus de gens l'utiliseraient. Donc la valeur du panneau publicitaire augmenterait d'autant. Et donc ça permettrait de trouver un équilibre très rapidement.
La position du MEDEF que fait Julien, justement, d'utiliser, ce qui n'est pas bête, les revenus publicitaires pour financer les transports publics. C'est une très bonne idée, mais de toute façon, ça coûterait beaucoup trop cher. Et on sait très bien que dans les transports parisiens, si on impose la gratuité, il va y avoir des dégradations pas possibles. Ça va coûter la gratuité plus cher. C'est pas une bonne chose. Bon, quand même, au-delà du temps, merci Julien de nous avoir gratifié de seulement 3 semaines de beau temps par an. Mais il y a des villes beaucoup plus au nord, et notamment aux Pays-Bas, où ils sont quand même Copenhague, où ils sont passés, ou à Copenhague, qui n'est pas aux Pays-Bas, où ils sont passés au tout vélo. Comme le montrent les études du Conseil d'analyse économique et de France Stratégie, c'est bon pour la santé, de faire du vélo. Oui, je suis d'accord, mais vous êtes jeune, beau et en bonne santé. Mais je dis pas quoi, c'est faire que ça, mais aller dans le sens d'une politique de transport public qui combine les différents modes. De toute façon, c'est difficile, mais ça va dans le sens de l'histoire. Il se passe quoi à Marseille, à Seine-Amour? Non, mais nous, les transports à Marseille, ce que je disais, c'est que c'est très, très difficile Nous, on n'est vraiment pas compatible avec cette proposition-là. Clairement, aujourd'hui, vous avez les quartiers qui sont, on va dire, dans Marseille, mais qui paraissent aux alentours. Ils sont remontés un peu. Voilà, tant les transports ont du mal à y accéder. Oui. On a fait le métro, on a dédoublé, si vous voulez, la voie de métro avec la voie du tramway, donc c'est totalement inefficace. C'est catastrophe du point de vue du déplacement des Marseillaises et des Marseillais. Mais en même temps, on ne pourra pas rendre une ville qu'au tramway, au vélo et aux marcheurs. Je veux dire, encore une fois, il y a des artisans, il y a tout un tas de gens qui travaillent tout au long de l'année dans ces villes et ils ont besoin de circuler. Donc à ce moment-là, on fait quoi? Des passes que pour les artisans, que pour certaines catégories, pour les handicapés, etc. Là encore, ça fera... Comment ce que commence à faire Londres depuis quelques années. Oui, mais on n'a pas les mêmes mentalités. Ça va être un manque à gagner pour la ville, 60 000 de places de parking en moins. Ah oui, bien sûr. Justement, parking, donc ça va demander une réflexion en termes de financement qui est assez... Après, on ne dit pas de tout supprimer. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on a quand même tendance à être tout bagnole. Comme le disait, je ne sais pas si c'est Julien ou la personne d'avant, souvent, vous voyez sur les lignes, il y a une personne dans une voiture. Bon... quand même, ça pollue un peu. Pour la sécurité, c'est compliqué. Il faut essayer de changer considérablement les choses. On est tous d'accord là-dessus. Si on allait un peu plus vite, regardez les voies navigables sur la Seine, où on pourrait nous mettre des navettes. Ça prend un temps fou, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Simplement, on devait finir par un sujet qui, moi, m'intéressait, c'était la laïcité. Et en plus, je trouvais vraiment cette étude intéressante. Parce qu'elle prouve que ça tord un peu le cou à toutes les idées reçues. C'est une étude du Centre national d'études des systèmes scolaires qui montre que la grande majorité des élèves connaissent les grands principes de la laïcité et les respectent. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas très égalitaire. Il y a des endroits où c'est le cas, mais d'autres où majoritairement les élèves pensent que la religion passe avant la République. Et moi qui suis sur le terrain, je peux vous dire que cette étude ne tient pas la route une seule seconde. Eh bien, écoutez, on va vous inviter, Kevin, pour faire un débat face à cette chercheuse qui a fait cette enquête, Nathalie Montz, qui dit que les jeunes adhèrent majoritairement en grande partie aux valeurs de la République. C'est parce que c'est grâce à l'enseignement qu'ils ont reçu et que l'école réussit à inculquer les principes fondamentaux de la laïcité. Effectivement, ça va à l'encontre de ce que ressentent les enseignants qu'on peut entendre ici ou là. Mais on fera le débat. Merci à tous les quatre. Merci. On se retrouve demain. Très bonne journée avec André Berkoff dans un instant. Très bonne journée sur Sud Radio.